chers amis. Gilles Delbas et moi-même, nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue ce soir, au nom de Patrick Petroni, notre président, et de l'ensemble des membres du Lions Club Marseille Résonance. Alors, si nous avons tous les deux le privilège de vous accueillir ce soir, c'est que nous sommes, Gilles et moi-même, un petit peu chez nous dans ces locaux. Ce sont les locaux de l'UNIS Marseille-Provence-Corse, le syndicat professionnel auquel nous sommes adhérents depuis sa création. Et finalement, on est même adhérents depuis bien avant sa création. Parce que l'UNIS est né il y a 10 ans de la fusion de 3 syndicats professionnels qui préexistaient, l'Union nationale de l'immobilier, le Conseil supérieur de l'administration de biens et surtout, et là c'est notre cœur qui parle, la Confédération nationale des administrateurs de biens, la CNAB, qui était notre syndicat d'origine. Créée en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la CNAB nous avait tous deux accueillis, Gilles et moi, dans ce qui était alors à l'époque le collège des collaborateurs de cabinet. Nous étions tous les deux salariés. Et puis nous avons pris l'un comme l'autre notre indépendance professionnelle et très naturellement nous avons poursuivi le même engagement syndical. Alors CNAB ou UNIS, ce soir, peu importe. L'important, c'est que nos prédécesseurs, il y a 60 ans, aient acheté ces locaux. L'important, c'est qu'avec nos confrères, nous ayons décidé un petit peu avant le début de la crise sanitaire de les rénover entièrement. Et l'important, c'est que nous ayons pu bénéficier de l'appui de Marianne Danjou, notre déléguée régionale, qui est partie se cacher parce qu'elle ne veut pas... Ah, pardon, derrière, voilà, de Marianne Danjou, notre déléguée régionale, qui a fait tout ce qu'il fallait ce soir pour nous recevoir dans les conditions que nous espérons les meilleures. Nous vous accueillons donc ce soir à l'occasion de la conférence du docteur Alexandre Lavissière, que je remercie vivement au nom de l'ensemble des membres du club, pour une conférence qui traitera des zones franches logistiques. Alors, bien sûr, ce sont les zones franches logistiques portuaires dont nous allons parler, car il peut y en avoir d'autres. Alors, c'est un sujet, certes, un tantinet sérieux, mais à Marseille Résonance, on fonctionne en mode binaire. Alors, soit on déconne gentiment, mais ça, c'est l'ADN du club, et soit on travaille vraiment très sérieusement. Alors, ce soir, on va travailler sérieusement. Professeur associé en Supply Chain Management, donc en gestion de la chaîne d'approvisionnement à Kedge Business School, Alexandre Lavissière, vous êtes expert maritime et portuaire auprès de la Banque mondiale et vous êtes président de LogisThinker, un think tank logistique basé à Marseille. Diplômé en 2004 de Romain Management, qui est devenu depuis Kedge Business School, c'est après une première expérience professionnelle que vous obtenez en 2014 votre doctorat en sciences de gestion et déjà votre thèse traitait des ports francs au XXIe siècle avec une approche logistique de la question. Vous maîtrisez votre sujet, c'est certain, et ceux qui nous ont suivis ces derniers jours sur les réseaux sociaux en ont déjà la certitude. Nous avons partagé avec eux quelques-unes de vos interviews les plus marquantes et de surcroît parues dans la presse économique la plus sérieuse. Merci vraiment de l'opportunité que vous nous offrez ce soir de disposer de quelques clés pour mieux comprendre les enjeux de notre territoire ouvert sur la mer et ouvert sur le monde. J'ai déjà remercié l'UNIS Marseille-Provence-Corse pour son accueil, mais il y a un autre partenaire sans l'appui financier duquel l'organisation de cette conférence aurait été bien plus complexe. Ce partenaire, c'est l'étude de généalogiste Couto-Rorig et c'est, surtout, j'allais dire, M. Pascal Casil, le directeur de sa succursale Méditerranée. Je vais lui laisser la parole quelques instants, virtuellement, parce qu'il n'est pas là ce soir, il n'a pas pu être présent ce soir parmi nous, mais vous verrez qu'il est très à l'aise devant la caméra. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. La parole à M. Casil. Chers amis du Lions Club Marseille Résonance, bonjour. Je suis ravi de faire cette petite vidéo pour me présenter et puis présenter également la société Couto-Rorig. Je suis le directeur de la succursale de cette vieille société qui a maintenant 128 ans. Alors qu'est-ce que c'est que ce drôle de métier de généalogie successorale? Le généalogiste successoral, c'est plus communément ce qu'on appelle le chercheur d'héritiers. Chercheur d'héritiers à la demande des notaires essentiellement, qui nous mandatent dans le cadre des successions dont ils ont la charge pour retrouver les héritiers quand ils ne les connaissent pas en totalité ou en partie. Mon métier, c'est finalement de retrouver des personnes pour leur annoncer qu'elles sont héritières, les faire intervenir dans le cadre d'une succession. Ils sont héritiers, mais ils ne le savent pas. C'est un droit qui est ouvert à leur profit, mais à leur insu.
Alors je vous ai parlé de passion, bien sûr c'est une passion ce métier que j'exerce depuis 28 ans. Une passion pourquoi? Parce que c'est un métier où on voyage beaucoup. J'ai eu la chance grâce à cette profession de voyager à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Pologne, en Suède, en Grande-Bretagne et encore tout récemment en Irak. Donc vous voyez que c'est des pays complètement différents, des univers différents et surtout des rencontres tout à fait différentes. Voilà, c'est ce qui est aussi le sel de ce métier. Et quand le Lions Club m'a parlé de nous associer à la manifestation qui aura lieu le 9 juin avec la conférence de M. Lavizia, ça a été bien sûr pour nous avec d'une part un grand plaisir, mais également un lien tout tracé puisque quand on parle de port pour un généalogiste, ça ouvre forcément la porte à l'imagination, au déplacement, aux recherches, aux histoires qui peuvent se passer dans ces lieux qui sont toujours magiques, que ce soit à Marseille, que ce soit à Dakar, que ce soit dans d'autres ports jumeaux de Marseille, Hambourg et d'autres. Voilà. En tout cas, je ne pourrai malheureusement pas être à vos côtés le 9, mais ce n'est que partie remise et j'espère avoir très bientôt le plaisir de venir échanger avec vous, partager avec vous et puis surtout peut-être aussi vous faire découvrir ce drôle de métier que j'ai la chance d'exercer. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, pleine réussite et je penserai bien fort à vous ce soir-là. Voilà, je vous avais dit qu'il était à l'aise devant la caméra, vraiment il est très à l'aise et j'étais derrière la caméra pour l'enregistrement de ce petit message, une seule prise a suffi. Mais peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu, non? Parce que Pascal Casil, Couture-Rig et Pascal Casil sont partenaires de l'émission Recherche d'héritiers qui passe, c'est un programme télévisuel, et il a fréquemment été représenté lors de ces recherches d'héritiers dans le cadre de ce programme. Le courant est si bien passé entre Pascal et Marseille Résonance. Merci à Frédéric Brincourt, notaire et membre de notre club, qui a été le maillon indispensable pour nouer le partenariat. Le courant est si bien passé que nous pourrions bien vous proposer l'an prochain une conférence sur ce métier qui est plein d'avenir. Alors mes chers amis, chère Madame Claire Dadémar, qui est chargée de mission, engagement sociétal et citoyen auprès du bataillon de marins-pompiers de Marseille, merci d'être présente. Chère Madame Valérie n'est pas encore arrivée. Bon, alors donc on attendait une représentante de l'association SLA, Aide et Soutien. Chers amis du Lions Club Marseille-Fontaine d'Ivoire et chère Martine Crespe, qui est présidente de zone, Cécile Coche, que je devais saluer, mais qui est dans les embouteillages, qui est présidente du Lions Club Marseille-Maguelone, mais qui va nous rejoindre, cher Philippe Materon, que je cherche du regard, président du Lions Club Marseille Métropole, et Serge Ami des Lions Club La Ciotat Lumière, Marseille Lacidon et Marseille Prospective. Il est temps pour moi de laisser le micro. Je vais m'effacer et laisser la parole au docteur Lavissière. C'est à vous le temps que nous échangions juste le micro-cravate pour l'enregistrement. Bien, bonjour à tous. C'est bon le son? Oui. Très fort. Il faut que je le mette plus loin. Là, c'est mieux, non? Parce que j'ai l'habitude de le mettre là. Voilà, ok, très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Merci Patrick Petroni, Monsieur le Président, Sébastien Cagnard aussi pour tout le travail que vous avez fait dans la préparation de cette conférence, ainsi que l'ensemble des membres du Lions Club qui m'accueillaient ce soir. Merci aussi à l'UNIS qui a rendu possible cette conférence en ces lieux, ainsi que l'étude Couteau et Rorig qui a participé à rendre possible cette conférence. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je suis Marseillais d'adoption, donc je suis content de faire cette conférence ici à Marseille. Donc, on va parler de zone franche logistique, et particulièrement de zone franche portuaire. Donc, pour commencer, je vais rapidement me présenter pour que vous compreniez aussi mon parcours et pourquoi ce sujet m'intéresse et pourquoi j'en parle ce soir. Donc, qui je suis? Alors, ça avance lentement. Donc, j'ai fait mes études à Marseille, donc au groupe ESC Marseille. Donc, je suis diplômé de 2004, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'avais fait une prépa Saint-Cyr, je l'ai mis quand même parce qu'il y a un lion
C'est la prépa du Prytanée militaire. Donc on a un lion aussi. Donc je me promène souvent avec un sweat où j'ai un lion dans le dos. Ensuite, j'ai été aux États-Unis, donc à Jacksonville, où il y a aussi un port franc. Et puis j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le conseil en transport et logistique, où je m'occupais à la fois de stratégie d'entreprise, mais aussi de stratégie de certains pays. Et en travaillant pour des institutions internationales, notamment à la Banque mondiale, je me suis dit que ce serait bien de faire un doctorat, notamment parce qu'en France, quand on travaille avec la Banque mondiale sur des pays étrangers, souvent francophones, on travaille avec un économiste de la Banque mondiale qui est français, et la plupart du temps, il vous demande ce que vous avez fait comme études, et donc les réponses qui sont attendues, c'est soit d'avoir fait Polytechnique, soit d'être normalien, ou alors, si on a un peu raté sa vie, on a fait HEC ou Sciences Po, mais on a fait un doctorat pour se rattraper. Donc c'était un peu mon cas. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un doctorat. Ça me permettait d'avoir le niveau requis de discussion. Donc j'ai commencé comme ça, et puis comme je travaillais sur plusieurs projets de zones franches dans le monde, avec mon patron, on a discuté, on s'est dit que le sujet des zones franches portuaires pouvait être intéressant. Et donc pendant que je travaillais, j'ai fait ce doctorat. Ici à Kedge, enfin, Euromed Marseille, qui est devenu Kedge. Et ensuite, je suis allé travailler à Barcelone. Et quand j'ai eu fini, j'ai rejoint la recherche. Donc plutôt que d'être consultant la semaine et chercheur le week-end avec mon doctorat, je me suis dit que je pouvais faire le contraire. Et donc j'ai été travailler au Havre d'abord, à l'Institut portuaire, et puis où j'ai pu faire de la recherche sur les ports, et donc creuser un petit peu le sujet. Et ensuite, je suis allé à Marseille, où on m'a dit, tiens, ce serait bien que tu reviennes à la maison. Et donc, depuis 2019, je suis de nouveau prof à Kedge, où j'enseigne à la fois la logistique, l'économie maritime, et il faut que je fasse attention parce que je marche, mais il ne faut pas que je marche sur le micro. Et puis, donc je donne des conférences, et de temps en temps, je fais un peu de conseil aussi, travailler pour différentes institutions quand ils ont besoin, et surtout sur la zone Méditerranée. Donc voilà pour le contexte. Donc les zones franches logistiques, il existe 1750 zones franches dans le monde. Donc zones franches qui sont répertoriées par le Bureau international du travail. Et donc on a différents types de zones franches. Donc par exemple en France, on a des zones franches urbaines surtout, qui sont un type différent de zones franches. Après on a des zones franches à Dubaï, et puis un petit peu dans tous les pays du monde. Bizarrement, c'est un sujet qui est peu connu. Alors c'est peu connu en France parce qu'on n'en a pas de zone franche logistique, pas pour l'instant, ou on n'en a plus. Enfin, je reviendrai sur ce sujet-là plus tard. Et puis c'est un sujet qui est pourtant très lié à la globalisation des économies, c'est-à-dire qu'on a avec le développement du commerce international et des échanges entre les différents pays, on a vu fleurir un grand nombre de zones franches, et ce malgré la baisse depuis la Seconde Guerre mondiale des droits de douane, puisque la zone franche c'est à l'origine une zone qui est franche de droits et taxes, et surtout de droits de douane, donc pour les échanges internationaux. On a quelques exemples de ports qui ont des zones franches et qui sont des succès. Dans un des travaux que j'ai publié, on a regardé les principaux ports du monde, et en fait ils ont quasiment tous une zone franche portuaire. Il n'y a que Anvers qui n'a pas de zone franche portuaire parmi les 20 ou 25 premiers ports du monde. Et donc c'est un phénomène que j'ai regardé un petit peu en détail, et qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, puisqu'on a eu un comité interministériel de la mer en 2019 qui a présenté la stratégie maritime de la France, la stratégie portuaire plutôt, et
Et dans cette stratégie, il y a 5 points importants. Et un de ces 5 points, c'est de créer des zones économiques spéciales portuaires. Ce qui est une autre terminologie pour dire des ports francs ou des zones franches logistiques portuaires ou des zones franches d'import-export, etc. Donc j'ai dit le mot port franc. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je commence par Marseille pour bien ancrer le sujet et puis par un peu d'histoire. Les Français, on aime bien commencer par l'histoire. Juste une anecdote, parce que vous aviez dit que vous aimiez bien être sérieux, mais pas que. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'avais une présentation à faire sur un cours international, de management international. Et en fait, il fallait présenter les différences culturelles d'un pays. Moi, j'aimais bien le Japon, j'avais des amis japonais, j'étais allé au Japon, j'ai dit tiens, je vais présenter sur le Japon. Et puis est passée devant moi une camarade colombienne qui, elle, a parlé des Européens et notamment des Français. Donc elle a parlé de la gestuelle des Français, on a beaucoup de gestes dans tous les sens, dont nous on ne se rend pas trop compte. Donc c'était assez rigolo. Et puis elle a dit, mais surtout les Français, ils commencent toujours par parler d'histoire. Et en fait, moi je suis passé juste après, et le début de ma présentation, c'était, si on veut comprendre le modèle japonais, il faut connaître l'histoire du Japon. Donc le prof m'a arrêté, et il a regardé la colombienne, il a dit, vous allez avoir une bonne note. Bon après, moi j'avais tout le boulot à faire pour avoir une bonne note. Mais bon, j'avais bien posé les choses avec l'ère Meiji, etc. Donc là, je fais la même chose avec le port franc de Marseille. Donc pendant l'Antiquité, les Phocéens, comme ils avaient fait dans plusieurs endroits, ils avaient des comptoirs portuaires, économiques, et en fait, il y avait des taxes pour les produits qui sortaient de ces comptoirs et qui allaient être redistribués ailleurs, mais à partir du moment où les produits restaient dans le réseau portuaire des Phocéens, en fait, on n'avait pas de taxes. Donc c'était une forme déjà primaire de zone franche. Et puis on avait la même chose, j'en parlais un peu après, en Grèce, notamment au Pirée. Donc on avait l'amorce d'un port franc à Marseille. Donc ça, c'est resté assez longtemps. Et puis à un moment, on a eu des débats un peu musclés entre Jules César et Pompée. Et Marseille était plutôt du côté de Pompée. Mais c'est Jules César qui a gagné. Et donc après, Rome a repris la région, et notamment Marseille. Et je crois que c'est dans la guerre des Gaules, il explique que, en fait, quand il a repris Marseille, il a imposé toutes les lois de Rome, sauf sur les taxes, où il a laissé au port de Marseille ces exemptions de droits et taxes, puisque ça participait à la prospérité de la ville, et qu'en fait, il ne voulait pas, se mettre les habitants à dos, les marchands, et deux, il ne voulait pas non plus récupérer une ville qui allait être ruinée rapidement. Donc on avait cette particularité donc de quasi-zone franche à Marseille, et puis qui a perduré après les Romains. Et les comtes de Provence, donc j'ai mis le nom de Rodbald de Provence au IXe siècle, qui a commencé à taxer le porc. Donc petit à petit en mettant des taxes sur le blé, sur différentes céréales, et puis sur d'autres biens. Et petit à petit, le porc a donc perdu ses privilèges. Et ont émergé des concurrences de ports comme Valence, Gênes, Trieste aussi, à ce moment-là. En 1224, on a les Marseillais qui rachètent leur indépendance, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les taxes sur les marchandises qui sont importées et réexportées. Et donc, en gros, ils redonnent leur statut de port franc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit officiellement qu'il y a un port franc à Marseille. Et ça correspond à peu près à la même époque aux villes de la Ligue hanséatique, donc Hambourg, Copenhague, etc., Lübeck, qui vont aussi mettre en place le même type de zone franche. Ensuite, on a des taxes qui petit à petit se mettent en place. Et puis Louis XI, qui récupère la Provence, se dit je vais faire comme César, je vais surtout pas mettre des taxes sur le port de Marseille, et donc je vais laisser son statut de port franc à la ville, puisque ça va participer à la prospérité. Et en fait, l'idée, c'est de dire il y a une féodalisation, donc
le seigneur féodal ou le comte de Provence ou le roi de France, pour payer son armée et sa protection, met des taxes en place. Et comme il y a des taxes, en fait, on perd les avantages marchands des différentes villes. Donc la zone franche, c'est vraiment une enclave où on va dire, voilà, on ne met pas de taxes sur certains types de produits ou sur certains flux, et en échange de quoi, on va avoir plus de flux, on va créer du développement économique. Alors j'emploie des termes actuels, mais on crée du développement économique, et sur ce développement économique, en fait, on va avoir des taxes. Par exemple, si j'ai des marchands qui viennent à Marseille, ils vont vivre, ils vont manger, éventuellement ils vont s'installer, ils vont créer des entreprises, etc. Et en fait, sur ces activités annexes, je vais avoir des taxes. Donc en gros, on ne taxe que la croissance et pas le flux. Donc Louis XI fait la même chose que César, qui laisse faire. Et puis François Ier, beaucoup plus tard, commence lui à remettre en place des taxes, petit à petit. Alors des taxes pareil sur les céréales, sur le sel, sur le tabac, etc. Et puis petit à petit, en fait, on perd quasiment le statut de port franc. Et je vous ai mis l'édit de Colbert ici, enfin l'ordonnance, c'est pas un édit, qui nous explique, enfin je peux le lire, nous avons déclaré et par ces présentes, signées de notre main, déclarons le port et havre de notre ville de Marseille, franc et libre à tous les marchands et négociants et pour toutes sortes de marchandises, de quelque qualité et nature qu'elles puissent être. Ce faisant, voulons et nous plaît que les étrangers et autres personnes de toute nation et qualité puissent y aborder et entrer avec leurs vaisseaux, bâtiments et marchandises, les charger et décharger, y séjourner, magasiner, entreposer et en sortir par mer librement, quand bon leur semblera, sans qu'ils soient tenus de payer aucun droit d'entrée ni de sortie par mer. Aujourd'hui, on a la Convention de Kyoto, alors pas le protocole, mais la Convention, qui est la Convention internationale des douanes. Et en fait, ce qui est expliqué dedans, c'est à peu près la même chose, avec des termes actuels, où on dit, voilà, on peut, une zone franche, logistique, c'est une zone dans laquelle on peut importer des produits, les stocker, éventuellement les transformer et les réexporter sans payer de droits et taxes. Donc c'est à peu près la même chose que ce que nous dit, ce qu'a écrit Colbert ou décidé Colbert à l'époque. Donc voilà, le port franc est donc plein et entier à cette époque. Et puis ensuite, à la Révolution française, on se pose la question du statut de port franc. Et la nuit du 4 août, on abolit les privilèges. Donc on a aboli les privilèges du clergé, de la noblesse, et puis de certaines villes et ports, et notamment les ports francs. Donc tous les ports francs vont être abolis. Enfin, le statut de port franc va être aboli en France. Donc à l'époque, à peu près tous les ports français, y compris Biarritz, Saint-Malo, enfin des ports qui sont aujourd'hui moins importants, sont francs, à part Le Havre. Et donc ils perdent tous leur statut à ce moment-là, parce qu'on veut qu'il y ait une libre concurrence. J'emploie encore des termes actuels. Bon, du moins, on ne veut pas qu'il y ait d'avantages préférentiels dans les ports. Et puis, en 1815, avec la Restauration, on a brièvement une restauration du statut de port franc, y compris à Marseille. Et puis, dès que le régime s'écroule, à ce moment-là, tous les statuts de port franc disparaissent à nouveau, et on n'en a plus depuis ce moment-là. On a vaguement une zone franche au Verdon, mais qui est vide. Et puis, j'ai travaillé de 2007 à 2009 sur un projet de création d'une zone franche à Dégrade-des-Cannes, en Guyane, mais avec un statut un peu particulier. Donc c'est les deux seules zones franches qu'on a en France, portuaires ou logistiques. Je vais finir par tomber. Vous pouvez lancer des pareils sur quand je vais tomber. Alors, si on en prend quelque chose de plus général, alors j'ai plusieurs planches qui sont avec des signes en anglais, mais je vais vous dire ça en français, parce que ça a été publié en anglais. Donc j'ai repris les textes ou les images en anglais. Donc j'ai employé plusieurs termes, port franc, zone franche, zone économique spéciale, etc. C'est assez complexe parce que en fait on n'a pas de statut international de ce que c'est qu'un port franc. Et même sur la terminologie Freeport,
en anglais, ça peut recouvrer différents objets. Alors moi j'ai fait un travail de typologie où j'ai regardé tous les termes qui existaient et puis j'ai essayé de voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que chaque pays a des statuts qui sont différents. Donc d'une part, et d'autre part, souvent ce sont des zones qui ont été créées surtout récemment par des consultants ou des agences de promotion, et donc qui ont mis des noms qui étaient plus attractifs que simplement port franc, zone franche, etc. Donc on en a plusieurs types. La Banque mondiale a une typologie qui est assez claire et que j'ai en partie reprise. Et donc ce qu'on appelle zone franche, donc tout en haut, je ne sais pas s'il y a un pointeur, je vais peut-être faire une bêtise. Ah oui, hop là, zone franche. Alors, en anglais notamment, ça recouvre plusieurs réalités. Donc on en a une, c'est ce qu'on appelle des free ports ou des wide area zones, donc des grandes zones, des zones larges, zones franches larges. Donc ça, c'est une zone en général qui recouvre à la fois la zone logistique, mais aussi des zones urbaines, et puis toute la ville en général. Donc ça existe de moins en moins. En Chine, c'est ce qu'ils ont fait. Donc on a plusieurs zones à l'intérieur de la Chine notamment, où finalement ils créent le statut, ils construisent la ville avec des universités qui vont faire de la recherche, avec des entrepôts, avec des industries qui peuvent venir s'implanter. Et puis ensuite, on a les entreprises qui viennent s'y installer. Et donc elles sont exemptes de droits de douane, mais il y a aussi d'autres avantages qui sont notamment qu'on peut avoir du capital étranger, voire 100% parfois de capital étranger, ce qui normalement n'est pas possible en Chine. Donc on a des restrictions. Ça sert à ça. Et ça vient, c'est ce que moi j'ai appelé le modèle de ville franche. Parce qu'au Moyen-Âge, on a un mouvement qui est initié d'ailleurs par la France, où on a justement, avec cette croissance de la création de la féodalité, si on veut, on a des domaines seigneuriaux, où en fait, comme je disais, on échange la protection contre une création de taxes. Donc on paie tout un tas de taxes, je ne vais pas dire de bêtises, mais tout ce qui est dîmes, etc. Et donc il y a certaines villes dans les domaines où on ne va pas mettre ces taxes, comme ça on va attirer les marchands. Et donc il va y avoir des foires franches, donc on a les foires de Saint-Denis, les foires de Champagne, etc. Et puis on a, donc ça c'est conscrit sur une certaine temporalité, à un moment où il y a la foire. Et puis on a des villes qui vont être franches. Et donc beaucoup ont gardé le nom Villefranche, donc Villefranche-sur-Saône, Villefranche-sur-Ouergue, etc. On en a aussi dans les pays limitrophes, Villafranca en espagnol ou en italien, ou Fribourg ou Freiburg en Suisse ou en Allemagne. Et donc c'est exactement le même principe, on dit on va avoir une zone dans laquelle on ne va pas taxer les marchés. Mais par contre, comme les marchands vont venir faire les transactions à cet endroit-là, en fait, on va gagner de l'argent puisqu'ils vont venir, ils vont rester dans des auberges, ils vont vivre ici, etc. Et donc, en fait, on va avoir un retour de taxes à partir un retour indirect, en fait. Donc, ça va être un modèle qui est intéressant. En France, on a des zones franches urbaines. Donc c'est un modèle qui est différent puisqu'en fait on ne parle pas forcément de droits de douane. Donc il y en a à Marseille notamment. En Angleterre aussi ils avaient fait ça. Ça n'a pas très bien marché, moins bien qu'en France. Et puis après il y a des unions douanières qui parfois on dit voilà c'est une zone franche, mais en fait c'est pas vraiment une zone franche, c'est plusieurs pays qui sont ensemble et donc c'est différent que le Custom Union. Et donc dans les vraies zones franches qu'on appelle, donc par opposition la Banque mondiale les appelle les Small Area Zones, par opposition aux grandes, là on a un endroit qui est délimité et donc qui est plus petit. Et puis une autre terminologie, c'est Special Economic Zone, donc zone économique spéciale. C'est ce que notre gouvernement a décidé de reprendre pour parler des éventuels ports francs à créer en France.
Ceci se divise en 4 catégories différentes. On a les Export Processing Zones. Alors, on n'a pas vraiment de terminologie en français, c'est pour ça que j'ai laissé aussi en anglais. Donc, dans ces Export Processing Zones, ça va être une zone franche plutôt industrielle. Donc, on va avoir des industries qui s'implantent. On a un bon exemple à Shenzhen, donc en Chine, où en fait, on va avoir une grande zone près d'un grand port. Et en fait, on a des entreprises françaises comme Air Liquide qui font de l'industrie assez lourde sur place. Et donc, elles vont être exemptes de droits de douane, elles vont avoir différentes facilités. Elles vont payer aussi souvent moins de taxes. Et donc, en fait, elles vont pouvoir faire de la transformation plus lourde, industrielle. Et donc, à côté de cette zone industrielle, on a toute une zone logistique. Et on a le port et parfois l'aéroport aussi qui sont accolés. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Free Trade Zones, donc des zones franches mais qui sont plutôt logistiques, où on va avoir, ça va plutôt être de l'import-export, donc on va importer des produits, on va les stocker sur place, on va faire des petites transformations, donc ça ne va pas être de l'industrie lourde, mais ça va être mettre des objets ensemble. Je prends souvent un exemple idiot, je dis voilà, on importe des brosses, on importe du bois tourné et on les met ensemble et on fait un balai. Et donc on change de nomenclature douanière, etc. Et donc avec ça, on peut réduire les droits de douane. Et puis éventuellement réexporter des balais. Donc ça, c'est ce qu'on va souvent avoir dans les pays développés. Ensuite, on a des service free zones. Donc souvent, elles sont accolées aux zones franches logistiques. Donc on a un autre exemple qui est intéressant, c'est à Tanger. À Tanger, donc vous avez le nouveau port de Tanger-Med, qui est un port à conteneurs de transbordement, donc où on a des conteneurs qui arrivent d'un peu partout dans le monde. On mixe tout ce qui vient de différents pays, on les met sur d'autres navires qui vont partir ailleurs. Et parfois, on ouvre les conteneurs et puis on mixe aussi les produits qui sont dedans. Donc vous avez une zone qui est logistique. Vous avez la zone Renault, qui est un peu à l'extérieur, qui est aussi en zone franche, donc avec juste Renault et tous ses fournisseurs automobiles, tous ses sous-traitants. Et puis, à côté, vous avez des zones de service. Donc, vous avez des zones bancaires qui vous donnent certaines facilités parce que, notamment, comme en Chine, on ne peut pas avoir un capital à 100% étranger au Maroc. Donc, il faut qu'il y ait au moins plus de 50% qui soit détenu par des Marocains. Ou alors, on a des retenues d'échange. Et donc, on paye 10% sur le capital qu'on va rapatrier. Donc, il y a des services bancaires qui aident à faire ça. Vous avez des services marketing également. Donc, vous avez tout un tas de services ou des services informatiques avec des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de stock, etc. Et enfin, vous avez des zones single enterprise ou free enterprise ou single free zone. Donc ça, c'est des zones qui ne sont pas vraiment des zones. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui constitue une zone. C'est un peu comme nos entrepôts sous douane. Il y a beaucoup ça aux États-Unis, où souvent vous avez une zone franche. Et en satellite, vous avez différentes entreprises qui ont le même statut et qui sont sous le même contrôle douanier. Donc ça, j'ai appelé ça le modèle du Pirée. Alors c'est le modèle du Pirée parce que, comme je disais tout à l'heure, au Pirée, pendant l'Antiquité, en fait, il y avait un grand mur qui séparait le port en deux parties. Vous aviez des marchandises qui étaient destinées à Athènes, et donc ces marchandises, on payait des taxes dessus. Et puis de l'autre côté du mur, vous aviez des marchandises qui étaient réexportées, je dis réexportées, mais ce n'était pas vraiment le terme, mais qui étaient envoyées vers d'autres lieux, soit de la Méditerranée, soit d'autres villes de Grèce. Et donc en fait, on ne payait pas de taxes au Pirée, ou à Athènes, et elles étaient réexportées sans qu'on ait payé de droits et taxes. Et donc c'est le premier port franc qu'on connaît. Donc si on regarde l'évolution dans l'histoire, je continue toujours, je reviens sur l'histoire, on a une évolution avec une douzaine de zones franches qu'on a répertoriées à l'Antiquité, avec le Pirée, avec Marseille, j'ai mis Marseille quand même, Délos, qui est une petite île des Cyclades, où les Romains, ils étaient en guerre avec Rhodes,
Et ils se sont dit, bon, on a besoin d'une base un peu avancée, et donc on va mettre des armes à Delos. Comme ça, au moment où ça va vraiment partir, on aura déjà des armes qui seront proches, on pourra venir s'approvisionner et attaquer Rhodes directement. Et donc pour stocker ces armes, ils se sont dit, bon, on va les stocker on va faire des grands entrepôts, et on va les stocker sans taxes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plein de marchands qui sont venus, qui se sont installés à Delos, et qui ont commencé à faire du commerce à partir de Delos, puisque tout ce qui était stocké sur place était sans taxe. Et en fait, Rome n'a même pas eu besoin d'aller attaquer Rhodes, puisque Delos a commencé à faire de la concurrence à Rhodes. Et en fait, l'économie de Rhodes a commencé à tomber. Et en fait, c'est le port franc qui a permis de gagner la guerre, si je peux dire. Et donc, ils ont laissé ce statut de zone franche à Delos. Donc ça, c'est les différents modèles dont j'ai un peu parlé à l'Antiquité. Ensuite, on a les villes franches dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a à peu près une trentaine de zones franches connues au Moyen-Âge, donc surtout en Europe de l'Ouest. Alors en Chine, il y aurait quelques zones franches, aussi au Moyen-Âge, mais ça, j'ai moins de données. Et puis, un peu plus tard, donc à peu près en même temps, comme je disais tout à l'heure, pendant le Moyen-Âge, on a les villes de la Hanse qui commencent à créer aussi des zones franches. Avec un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Hambourg, on a, sur certains écrits, ils expliquent que à Hambourg, on importait du vin de Bordeaux, enfin de la région de Bordeaux. C'est un petit peu plus tard, mais l'idée est là. Ils importent du vin de Bordeaux parce qu'ils se sont rendus compte que dans les pays du Nord, en Scandinavie, ils aiment bien le vin, mais le vin français, il n'est pas assez costaud. Donc, c'est un peu une étude de marché. Ils font du marketing à Hambourg. Donc, ils importent le vin de Bordeaux, ils ouvrent les tonneaux, ils mettent un peu de schnapps dedans, ils referment le tonneau, ils secouent un peu. Je ne sais pas s'ils secouent, mais... Et en fait, ils envoient ensuite ce vin qui est un peu plus costaud en Scandinavie, et eux, ils aiment bien ça. Alors, les viticulteurs de Bordeaux, enfin, j'ai pas discuté avec eux à l'époque, mais je pense qu'ils voulaient pas vendre, et aujourd'hui ils sont toujours comme ça. Ils trouvaient que leur vin était très bien comme il était fait, et ils voulaient pas qu'il soit plus costaud parce que c'était pas du bon vin selon leur standard. Mais les Allemands, enfin les Hambourgeois, eux, ils avaient fait une étude de marché plus ou moins, et ils se sont dit tiens, nous on va changer. Donc ils importaient. Ils stockaient le vin un petit peu, ils le transformaient, donc petite transformation, et ils le réexportaient, et on ne payait pas de droit de douane. Ça correspond à ma définition de tout à l'heure de Colbert à peu près, ou des définitions d'aujourd'hui. Et donc le port franc de Hambourg, il a fonctionné comme ça, alors pas qu'avec du vin, mais avec tout un tas de marchandises différentes, jusqu'en 2014, où ils ont aboli le statut de port franc. Mais j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, notamment parce qu'ils avaient besoin de récupérer le foncier et il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à ce moment-là. Ensuite, dans l'époque, la Renaissance, on a les grandes villes italiennes qui font à peu près la même chose que dans la Hanse. Donc on a Trieste, Venise, etc. Bon, j'ai mis Trieste parce que c'est intéressant. Trieste, c'était le port de l'Empire austro-hongrois. Donc c'est un statut qui est encore un peu différent. Parce qu'en fait, l'Empire austro-hongrois n'a pas de port, enfin n'a pas d'accès à la mer, c'est enclavé. Et donc ils ont négocié avec les territoires italiens, qu'on appelle italiens aujourd'hui, un passage. Et donc en fait, vous avez un corridor douanier. Donc tout ce qui rentre dans le port de Trieste peut aller sans payer de droit de douane directement à Vienne ou à Budapest. En tout cas sur le Danube. Et donc, c'est une forme de zone franche, puisque c'est seulement en transit dans le port de Trieste, et puis ça peut être stocké, transformé, etc. Et donc, on a la même chose sur le port de Dakar. J'en parlerai tout à l'heure aussi rapidement. Ensuite, on a d'autres villes de Méditerranée qui ont le même type de statut, donc notamment Barcelone. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça commence en Méditerranée, puis petit à petit, avec l'ère moderne, donc à la Renaissance, on a une centaine de ports francs, puis on commence à en développer dans certaines colonies. Et puis après, dans l'ère moderne, donc depuis le XXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près
à 1 millier, enfin 6 000, ça dépend de, parce que ici c'est pas j'ai pas pris les statistiques du Bureau international du travail, mais d'autres statistiques de, je crois que c'est l'OCDE qui dit qu'il y en a 6 000, en comptant les petites zones franches urbaines. Et donc ça se développe, donc on parle de la Méditerranée, et puis après, géographiquement, on va plutôt vers l'Europe de l'Ouest, et puis après l'Europe plus de l'Est. Donc on voit au cours du XXe siècle, on a aussi Amérique, donc aux USA, on commence dans les années 30, il y a toute une réflexion sur est-ce qu'on doit créer des zones franches. Donc, la première zone franche, c'est à New York, et aujourd'hui, tous les ports américains ont une zone franche, sans exception. Tous les aéroports américains internationaux ont une zone franche. Tous les ports qui sont sur les Grands Lacs ont une zone franche, et y compris certaines zones frontalières avec le Mexique ou le Canada ont une zone franche. Ce qui fait qu'à peu près, plus de 50% des produits qui rentrent aux États-Unis en valeur passent par une zone franche. Donc c'est vraiment le modèle qui est utilisé aux États-Unis. Donc moi j'en ai visité plusieurs. Hueneme, c'est un peu au nord de Los Angeles. Et donc vous voyez, on a commencé à en créer dans les années 30, mais 60 ans après, on crée d'autres zones franches. Nouveaux ports, nouvelles zones franches, etc. Et puis après, dans les années 70, 80, en Asie, on a beaucoup de zones franches. Donc on parle souvent des dragons, du développement de la Corée du Sud, de Singapour. Zut, c'est quoi les deux autres? Il y en a 4 dragons. Il y a Hong Kong, du coup il m'en manque un 4e. Bref, ils ont tous une zone franche. Et puis, tous ces ports de Singapour, Hong Kong, se sont créés autour des zones franches. En Corée, on a les ports de Busan et puis de... Ah oui, le 4e, c'est Taïwan. On a ce port dont j'arrive jamais à prononcer le nom, mais j'essaye toujours. Kaohsiung. Il y a beaucoup plus de voyelles que ce que j'ai dit, mais donc il est le plus grand port de Taïwan et donc qui s'est développé aussi autour d'une zone franche qui existe toujours. Ah bah oui, il est là, Kaohsiung. Ouais. Et puis ensuite, on a dans le port de Dubaï qui s'est développé aussi avec les zones franches. Donc je crois dans au début des années 80, le port de Dubaï, c'est un petit port de pêche. Et puis aujourd'hui, c'est un des plus grands ports du monde. Et en fait, vous avez le port, une énorme zone franche, et puis derrière, vous avez l'aéroport. Et aujourd'hui, on a même dans la zone franche des flux qui sont très spécialisés, puisqu'ils importent des fleurs du Kenya. Elles sont stockées dans des entrepôts réfrigérés. Et ensuite, elles sont assemblées en différents lots, et elles sont envoyées souvent à Amsterdam, directement par l'aéroport. Donc c'est pour ça que vous avez aussi la proximité de l'aéroport. Donc Port-Franc, après la seconde moitié du XXe siècle, c'est aussi un aéroport franc parfois. Vous avez aussi la zone de Manaus, c'est un port de rivière, donc c'est un port de rivière franc. Et puis aujourd'hui, vous avez certains ports secs, donc à l'intérieur des terres, qui sont aussi des ports francs. Donc, par exemple, à Laredo, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, où en fait c'est au milieu je crois que c'est au Nouveau-Mexique, en fait il y a une zone franche qui fait frontière avec le Mexique. Donc voilà, donc vous avez un développement dans le temps et un développement géographique, et en fait on voit que ce développement géographique, il se fait en parallèle de la globalisation. Donc plus on va avoir de pays qui vont rentrer dans cette mondialisation, globalisation, plus en fait on va avoir de zones franches. Et je crois que c'est ma prochaine planche. Donc moi j'ai répertorié juste Port-Franc, 367 Port-Franc. Donc 42% sont dans les pays de l'OCDE, puisqu'on a tendance à dire ah oui mais les ports francs c'est pour les pays émergents. Et en fait non, quand on voit aux États-Unis il y a énormément de zones franches. Et dans en Europe, là je vous ai mis Europe du Nord, quasiment tous les pays ont des zones franches. Si on met à jour, aujourd'hui il y a un port franc qui est en création à Kirkenes, c'est de l'autre côté, en Norvège. Et en Suède, ils réfléchissent aussi à mettre en place des ports francs. Ah ben il est là, mon port franc de Kirkenes. Et donc il est ici parce qu'à Mourmansk, les Russes veulent créer des zones franches. Vous voyez une nouvelle route maritime avec la route du Nord.
Et en fait, le long de cette route maritime, on crée des ports francs. En Alaska, en Russie, il va y en avoir une dans le Kamchatka, peut-être sur la péninsule de Yamal, et puis ici à Mourmansk. La zone Méditerranée. Et donc on se rend compte que sur la zone Méditerranée, il n'y a que 2 pays qui n'ont pas de zone franche. Ce sont l'Albanie et la France. Et donc si on regarde en Europe, on a en gros la Suède, bon, il y avait la Norvège, la France et l'Albanie. C'est les pays qui sont plus pour l'égalité, qui votent plus NUP que les autres. Et donc vous voyez, dans quasiment tous les pays, dans tous les grands ports, on a des zones franches, dont certains sont en cours de création ou de recréation, comme à Gênes, où on veut recréer un port franc. Alors quel est l'avantage? Parce que bon, à part l'aspect fiscal et douanier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vous ai listé, donc il y a une chercheuse américaine qui a listé tous les avantages des zones franches. Donc le premier, c'est forcément tout ce qui est formalité douanière. Donc souvent je ne paie pas de droits de douane, ou alors je ne paie des droits de douane que quand le produit rentre dans le territoire fiscal. Par exemple, j'importe, si mes Allemands de Hambourg importaient le vin français, tant que le vin il est stocké dans le port de Hambourg, on ne paie pas, mais si ça rentre dans la ville de Hambourg, à ce moment-là, je vais payer des droits de douane. Par contre, si je le réexporte en Scandinavie, à ce moment-là, je ne paie pas de droits de douane. Avantage de trésorerie, tant que mon produit est dans la zone franche, en fait, je n'ai pas forcément à le mettre dans mes cahiers comptables. Et donc, parfois, je peux avoir vendu mon produit avant d'avoir payé les droits et taxes. Et donc ça me donne un petit avantage de trésorerie, mais qui est non négligeable quand on a des volumes importants, ou quand les produits ont à rester longtemps dans la zone franche. On a un avantage d'accès du propriétaire à la marchandise, c'est-à-dire que mon produit il est quand même sur place, donc je peux quand même y accéder, je peux quand même le voir. Ce qui est lié aussi à l'avantage suivant, je peux souvent montrer le produit à un client, et en fait le client il peut acheter le produit mais en l'ayant vu. Alors que si j'importe de Chine par exemple, il faut que j'aille faire un voyage en Chine pour voir dans une usine si le produit me convient. Ensuite on a des avantages comptables, donc je ne paie pas comme le produit n'est pas enregistré comme étant dans le pays, en fait je paie pas, je le mets pas dans mes livres de compte, donc je peux retarder la mise dans mes livres de compte. Et donc je considère par exemple si j'importe si je reprends mon exemple allemand, mais actualisé, si le produit vient de France, je peux considérer qu'il est toujours dans ma filiale en France, qui va faire l'importation, et pas dans ma filiale allemande, et donc je ne vais pas le rentrer dans mes comptes en Allemagne. Ce qui peut avoir des avantages si on est dans des pays où il y a des fiscalités qui peuvent être plus faibles. Avantage sur les frais d'assurance, puisque je vais pas payer, je vais payer sur seulement une partie du produit et pas sur l'ensemble de la valeur ou la valeur de vente. Avantage d'assemblage de produits nationaux avec des produits étrangers. Donc par exemple, j'importe mon vin de Bordeaux et je mets du schnapps allemand dedans. Et donc le produit national c'est mon schnapps, vu que je suis en Allemagne, et le produit étranger c'est mon vin français, mon vin de Bordeaux. Je file l'exemple, parce que c'est toujours choquant pour nous. Ensuite, on a l'avantage de fabrication idéale de la marchandise. Donc si je reprends mon exemple de ma brosse, mon bois tourné et mon balai, si j'ai une nomenclature douanière qui fait qu'il y a une forte taxe sur les balais, je vais dire j'ai importé des brosses et du bois tourné, et en fait si j'importe le produit dans le pays, on va prendre le plus avantageux des deux. Et si par contre c'est le balai, par exemple j'ai des taxes qui sont très fortes sur les brosses mais moins sur les balais, je vais dire j'ai importé des balais que j'ai assemblés, et donc je paie
les droits de douane sur le balai. Ça marche aussi quand on a des quotas ou des excises, etc. Avantage de traitement ou de manipulation de la marchandise, donc en fait je peux transformer la marchandise. J'ai un autre exemple quand j'étais à Jacksonville, donc en Floride. Je suis allé visiter un entrepôt de Bacardi. Donc ils importent du rhum de Puerto Rico. Et puis moi j'y étais, c'était en octobre. Et donc ils avaient toute la période de Thanksgiving, non pas de Thanksgiving, de Halloween. Et donc en fait ils prenaient les bouteilles de rhum qui étaient stockées depuis plusieurs mois dans leur entrepôt, sous douane. Et ils les mettaient avec un verre sur lequel il y avait une citrouille. Et puis il y avait une petite boîte cartonnée. Donc ça faisait du packaging dédié à Halloween. Et donc en fait, ils pouvaient produire ce packaging spécial selon la demande pour Halloween de leurs clients qui étaient Walmart, etc. Et puis s'ils avaient des bouteilles en trop, ils les gardaient et puis ils allaient les vendre, je sais pas, avec un Père Noël pour Noël. Donc ça, c'est manipulation de marchandises. Et l'exemple spécifique que je vous ai donné, c'est sur la partie emballage, où justement on a ce qu'on appelle du kitting, on met des produits ensemble. J'ai vu d'autres exemples avec des téléphones qu'on importait et des puces. Donc vous avez une puce, je sais pas, SFR, Bouygues, Free, si je veux être exhaustif, c'est Orange. Et donc vous avez une commande sur un site internet. Le téléphone, il a été importé, il est dans un entrepôt sous douane. Et en fait, à un moment, on va dire, un tel veut ce téléphone avec cet opérateur, on met la puce avec le téléphone et on l'envoie directement. Et donc, il y a assemblage, éventuellement, on peut avoir étiquetage, etc. aussi. Donc, des services de petite transformation logistique. Avantage de déstockage, si j'ai de la marchandise qui est cassée, ou qui est obsolète ou qui n'a pas été vendue, je peux la renvoyer. Et donc, j'ai toujours pas payé de droit de taxe dessus. Alors que si vous importez normalement, vous importez avec des produits qui sont cassés, en fait, vous payez quand même les droits sur ces produits-là. Donc, vous pouvez les mettre à la poubelle, mais vous avez quand même payé des taxes dessus. Et puis, on a un avantage de cluster sur lequel je peux revenir un peu en détail après. Je regarde juste l'heure. Qui est le fait d'être dans une zone logistique souvent d'excellence, comme je disais tout à l'heure à Dubaï. Et donc, pourquoi à Dubaï ils font des fleurs? Parce qu'ils avaient des entrepôts frigorifiques dans lesquels ils faisaient du poisson. Et donc, ils avaient la technologie, les entrepôts, etc. pour faire du froid. Ils étaient très bons pour ça. Et donc, ils se sont dit, on a juste à faire un tout petit saut technologique pour faire des fleurs. Et donc, le fait d'avoir tous ces différents flux, en fait, en logistique, c'est pas très différent, une fleur ou un poisson, c'est pareil. On change un peu la température, mais voilà, on passe de -4 à +4 et puis ça va bien. Après, il faut quand même nettoyer l'entrepôt parce que si vos fleurs sentent le poisson, c'est pas génial. Oh là, ça a été un peu vite. Moi, je vais revenir à celui d'avant. Oh là, hop, je peux partir dans mon sens. Alors, donc je prends un exemple. L'autre grand avantage, pour expliquer un peu, donc, je prends l'exemple, je suis au milieu de la Chine, dans le Xi'an, par exemple, où il y a une zone franche, et puis je vais aller à Lyon, on ne va pas dire Marseille, on va dire Lyon, pour aller un peu plus loin, et pas rester dans le port. Donc on a plusieurs distances. La première distance, c'est une distance physique. Donc, je vais direct, en ligne droite. Enfin, en ligne droite, si la Terre est plate. Je suis un peu courbé. Ah ben non, ça repart tout seul. Ensuite, j'ai une distance qui est géographique. Je ne vais pas aller en ligne droite, mais je vais éviter les montagnes. Je vais prendre un chemin qui va être plus court. Donc, par exemple, ça, c'est les routes de la soie pour rentrer. Donc, je passe un peu par la terre et puis après, je passe par la mer et j'arrive ici. Parce que c'est plus simple, géographiquement. Ensuite, ça va repartir. Hop là. Ah non, c'est bon. Ensuite, j'ai une distance qui est logistique, où on va avoir une optimisation. Ah si, c'est reparti. Voilà. Une distance logistique, où je vais me dire, je vais passer par un port. Donc, plutôt que de passer par la terre ici, je vais passer par le port de Shanghai, par exemple. Je vais massifier mes flux avec ceux de plein d'autres gens qui passent par le port de Shanghai.
je vais passer par le détroit de Malacca ici, et puis après je vais passer par le canal de Suez, et ensuite je vais rentrer éventuellement. C'est un slide que j'ai fait quand je travaillais au Havre, sinon je serais passé par Marseille. C'est le même prix, c'est à peu près le même temps, enfin il n'y a pas beaucoup de différence. C'est plus long de passer par Marseille que de passer par le Havre, c'est juste la seule différence, de quelques jours. Parce que le navire il va directement souvent au Havre, enfin bref. Et donc voilà, distance géographique, distance logistique, donc je vais optimiser ma logistique. Donc je vais réduire ma logistique. Ensuite, j'attends qu'ils partent. Ben non, là il reste. Ah bah si, hop là il y a rien. Tac. Ensuite, j'ai une distance financière. Donc là, on commence à rentrer sur quelque chose qui va m'intéresser pour mes zones franches. Je me dis, bon, j'ai à peu près mon même schéma logistique, mais plutôt que d'importer mon produit directement de Chine à la France, où je vais éventuellement payer des droits de taxe, je vais, par exemple, m'arrêter à Dubaï. Je vais transformer un peu mon produit. Donc, il n'est plus made in China, il est made in Émirats Arabes Unis. Et comme il est made in Émirats Arabes Unis, parfois, je vais avoir des droits qui vont être différents, ou alors des quotas ou des choses comme ça. Donc, financièrement, ça va me coûter moins cher de faire une escale à Dubaï. Et puis après, quelque chose que j'ai étudié aussi, je peux passer par l'île Maurice. Oula. Par l'île Maurice, qui est un bon exemple. En fait, j'ai une distance d'affaires, donc c'est tout l'effet cluster de ma zone franche. C'est-à-dire que je pars de Chine, et puis je vais m'arrêter à l'île Maurice, où d'une part, j'ai des accords spécifiques du fait de la proximité de l'île Maurice avec l'Union européenne, donc des accords bilatéraux. Et puis, en même temps, moi ce que j'ai vu, c'est que dans le port franc à l'île Maurice, on a des gens qui sont d'origine plutôt chinoise, donc qui viennent de Chine, de Singapour, de Malaisie et de Hong Kong, qui s'occupent souvent de l'import. On a aussi des gens d'origine indienne ou du sous-continent indien qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est import avec l'Inde, le Bangladesh, j'allais dire Ceylan, le Sri Lanka ou le Pakistan. Et de l'autre côté, on a des vendeurs qui sont plutôt d'origine française ou anglaise. Et en fait, quand on regarde les flux du port franc à l'île Maurice, la plupart des flux d'import viennent des pays que je viens de citer, et la plupart des flux d'export vont vers la France, la Belgique et l'Angleterre. Et donc, on a une proximité. Donc, on a aussi une proximité d'affaires, où en fait, on a des gens qui ont l'habitude de travailler avec les gens de leur propre culture, et donc ça fait partie aussi de l'avantage de ce port franc à l'île Maurice, où là, on a à la fois un avantage logistique, on a un port avec des routes maritimes qui sont optimisées, on a une zone franche logistique qui va apporter tout ce qui est fiscal, et on a aussi une proximité entre individus, parce qu'il est plus facile pour un Mauricien d'origine chinoise de faire du business avec des Chinois que pour moi, dont le mandarin est un peu limite, entre autres, et puis les aspects culturels. Donc là, je vous ai mis l'exemple avec, on peut passer par les différentes zones franches. Donc je vous ai mis, hop là. Dans le Xi'an, ici, il y a une zone franche. Ici, on a enfin c'est le nom de la zone franche à Shanghai. Jurong, c'est à Singapour. Vous avez une zone franche aussi où vous pouvez éventuellement transformer vos produits. Vous pouvez passer par l'île Maurice, vous pouvez repasser par Dubaï si vous voulez, et ensuite vous pouvez stocker vos produits dans la zone franche de Tanger, où ils sont à proximité du marché européen. Donc j'ai vu ça à Tanger, mais aussi à Rades, à Tunis. Et en fait, les produits restent sur place. J'ai même vu l'exemple à Rades, où en fait c'était une grande marque de vêtements italienne, qui produisait ses produits en Asie du Sud-Est. Il les faisait venir en Italie, c'était dédouané en Italie. Donc le produit était considéré comme une Italie, envoyé en Tunisie pour être stocké parce que c'était moins cher. Et quand les magasins d'Europe du Sud en avaient besoin, à ce moment-là, on envoyait un conteneur avec tous les produits qui faisaient le tour nord de l'Italie, sud de la France, Espagne, Portugal. Et en fait, on livrait le produit quand on avait besoin. Donc en fait, il était considéré comme étant dans l'Union européenne, fiscalement, ou douanièrement, si je peux dire, mais il était physiquement en Tunisie, donc en dehors de l'Union européenne. Donc les différents avantages, je vais aller assez vite là-dessus.
On a la proximité du marché. Donc vous avez des zones franches qui sont, par exemple, en Chine, proches du marché de production, ou en France, non, aux États-Unis, ou chez tout le monde sauf l'Albanie et la France, en Europe, proches du marché de consommation. Et puis vous avez des zones franches qui sont de transit. Et donc on va avoir ces zones franches comme à Dubaï, à Singapour, on va importer le produit, le transformer et le réexporter. C'était le modèle de Hambourg. Ensuite, on a, selon si l'économie est très contrôlée ou peu contrôlée, on va avoir des avantages différents. Comme je disais, en Chine, l'économie est très contrôlée, sauf dans les zones franches qui sont des enclaves. Et donc c'est un peu le modèle qu'il y avait à Odessa, par exemple. J'expliquerai rapidement tout à l'heure. Et puis, ça dépend aussi si on est très connecté ou pas, d'un point de vue logistique. Donc, est-ce qu'on a des flux qui viennent? Par exemple, l'île Maurice. Alors, pourquoi il y a un port franc à l'île Maurice plutôt qu'aux Comores? Parce qu'en fait, il y a un port qui est plus important à l'île Maurice. Et donc, il y a des connexions logistiques. Et ensuite, vous avez aussi des connexions avec les différents pays. Vous avez l'habitude de faire des affaires avec. Et puis, vous avez d'autres endroits où vous avez peu de connexions. Et donc, vous avez un type différent de zone franche. Je passe. Je vais passer là-dessus parce que je suis un peu en retard. Ça, c'est tous les différents modèles de zones franches qu'on a vus. On retrouve un peu ce que j'ai cité tout à l'heure, le Pirée, Delos et Hambourg, où j'importe, j'exporte. Les systèmes de Villefranche, Trieste, où je suis un corridor, Genève, Dakar, etc. Donc, un port franc, son évolution, il se fonde sur deux grands axes. L'un, c'est d'optimiser les flux. C'est un peu la définition de la logistique. La logistique, c'est optimiser les flux sous contrainte. Donc, si vous voulez améliorer votre logistique, soit vous optimisez les flux, soit vous réduisez les contraintes. Donc, le port franc, il va faire un petit peu les deux. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc, au niveau du marché, on va essayer d'optimiser en étant plus proche et en créant de la valeur ajoutée. Donc, au début, on commence souvent, quand c'est dans des pays émergents, par des produits qui ont une forte main-d'œuvre. On va faire du textile, par exemple. Et puis, petit à petit, on va remonter les filières. Ou alors, on va aller sur des choses un peu plus développées. On fait des produits électriques, des produits électroniques. Et puis après, on fait des fleurs. Ou de la logistique du froid, qui est beaucoup plus complexe. Et donc là, on a plus de création de valeur ajoutée. On se développe dans ce sens-là. Donc, on va optimiser la chaîne logistique dans ce sens-là, en offrant plus de valeur. En termes d'organisation, souvent, on va commencer par une zone qui est très centralisée, donc qui est gérée par le port, l'administration ou un organisme d'État. Et puis, petit à petit, on va aller vers du privé et on va séparer l'opérateur du régulateur. Et donc, on va se retrouver avec des entreprises logistiques qui vont opérer dans la zone franche. On va avoir une décentralisation du pouvoir. Donc, en termes d'organisation, on va aussi essayer d'optimiser en ayant plus de concurrence, etc. Comme c'est le cas aujourd'hui sur les terminaux portuaires ou dans les aéroports ou dans la plupart des zones logistiques. Et de l'autre côté, on va essayer de réduire les contraintes. Donc, la première contrainte, on va essayer de créer de la confiance. Donc la première chose, c'est qu'on va arrêter d'aller sur des produits qui sont purement opportunistes, on va faire des coûts, donc ça existe toujours. Moi j'ai vu à l'île Maurice, quand je travaillais là-bas, une année, il y avait beaucoup de flux qui allaient vers les Émirats Arabes Unis. Et en fait, ou qui venaient des Émirats Arabes Unis et qui partaient vers l'Union Européenne, c'était ça. En fait, c'était des téléphones. Et en fait, les Émirats Arabes Unis avaient atteint leur quota d'export de téléphones vers l'Union Européenne. Donc en fait, ils passaient par l'île Maurice, on transformait un peu le produit, ça devenait Made in Mauritius. Et Made in Mauritius, on n'avait plus les quotas des Émirats, et hop, on pouvait les envoyer par là. Donc c'était opportuniste, parce qu'à l'île Maurice, en fait, ça créait des emplois et on récupérait un marché qui avait été, entre guillemets, saturé à Dubaï. Donc petit à petit, on passe de quelque chose qui est opportuniste à une relation plus collaborative. On essaie d'avoir des entreprises qui viennent s'implanter et qui restent longtemps sur place. Exemple, on a l'entreprise française Saft qui fait des batteries, notamment pour les fusées.
donc pour la Station spatiale internationale. Et en fait, ils sont allés s'installer dans le port franc de Jacksonville. Donc il y a eu tout un tas de subventions, ils ont travaillé avec eux, ils leur ont dit on va vous amener tout un tas de chercheurs qui sont à Georgia Tech, qui est une super université en Géorgie, donc pas très loin de Jacksonville. Et donc en fait, ils ont créé ce cluster en disant voilà, on va vous offrir tout un tas de services pour que vous veniez ici, que vous travailliez, vous êtes à côté de Cap Kennedy, et puis vous êtes à côté de Kourou, donc vous avez vos marchés qui sont à proximité. Et donc ils ont créé une relation de confiance ensemble. Et le dernier point, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va réduire les distances, on va essayer de réduire les distances qui sont à la fois des distances logistiques, en ayant des connexions avec les autres ports, les distances financières en réduisant certains aspects fiscaux ou de taxes, et puis en réduisant la distance d'affaires, en travaillant, en faisant des partenariats avec d'autres zones franches, comme par exemple Dubaï, qui savait qu'ils pouvaient travailler avec l'île Maurice quand ils avaient des problèmes, notamment avec l'Union européenne, comme l'île Maurice faisait partie des accords ACP, donc les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc il y avait des accords spécifiques avec l'Union européenne. Donc ils savaient qu'en fait c'était facile d'envoyer des produits à l'île Maurice pour qu'ils soient transformés et renvoyés en Union européenne. Quelques exemples sur les ports qui sont des villes jumelées avec Marseille. Donc j'ai pris quelques exemples qui sont un peu typiques. Donc Hambourg, alors j'ai pris Glasgow, mais en fait c'est pour vous présenter le modèle britannique qui est intéressant, puisque depuis le Brexit, les Anglais se sont dit tiens on va faire des ports francs. Donc je vais vous expliquer pourquoi et la différence avec l'Union européenne et donc la différence avec ce qu'on pourrait faire en France. Puis après il y a l'exemple de Dakar que j'ai un peu évoqué, Odessa et puis Shanghai. Donc Hambourg. Donc d'un point de vue historique, au début on avait donc cette ville, cet état-cité. Donc on avait des produits qui venaient de l'intérieur des terres, on avait mon vin qui venait de France, on avait mon Schnaps qui venait du sud de l'Allemagne, et puis on réexportait ça vers la Scandinavie. Ensuite, on a eu la création du Zollverein, excusez mon accent allemand, qui donc était l'intégration de l'Allemagne, notamment au niveau de douanier, enfin pré-douanier si je peux dire, avec la création de l'État allemand. Donc à partir de ce moment-là, on a un protectionnisme qui se met en place, et donc ça devient encore plus intéressant d'avoir une zone franche, puisque là on a déjà, on a une barrière douanière. Donc en fait, les produits qui vont être importés, stockés à Hambourg et réexportés en dehors de ce Zollverein vont être plus avantageux, puisqu'en fait on ne va pas payer les taxes douanières. Et donc ça date du milieu du 19e siècle et jusqu'à, je crois que c'est à peu près 92, enfin quand on a eu les 1992, les barrières douanières communes à l'Union européenne. Et à partir du moment où la phase 3, où en fait il y a l'Union européenne, en fait les produits qui viennent de France, donc mon vin, je reprends mon exemple, c'était plus le cas à l'époque, hein, mais mon vin qui vient de France, en fait il vient de l'Union européenne, donc de la même zone douanière. Donc il n'y a plus d'intérêt, parce que je ne paie pas de droit de douane sur le vin qui vient de France. Je ne paie pas de droit de douane sur mon Schnaps que je mets dedans non plus. Et éventuellement, je ne paie même pas de droit de douane si j'envoie dans un autre pays, si j'envoie par exemple au Danemark. Par contre, si j'envoie en Norvège, je peux avoir éventuellement un petit avantage, mais pas énorme. Donc en fait, on perd cet avantage. Et c'est aussi pour ça que l'Allemagne s'est dit en 2014, bon, on a beaucoup moins d'avantages, on a tous les autres avantages de cluster, etc. Mais on n'a plus du tout l'avantage fiscal. Est-ce que ça vaut le coup de garder un port franc qui est en plein milieu de la ville alors que j'ai les prix du foncier qui ont explosé et que j'ai besoin de réserves foncières? Qui se sont dit, bon, on arrête, et puis on va construire une philharmonie en plein milieu, qui est jolie en plus. Mais par contre, dans d'autres ports comme Copenhague, ou même en Allemagne à Brême, on a toujours la zone franche qui reste parce qu'il n'y a pas cette pression sur le foncier, ou moins. Glasgow, alors je dis Glasgow, j'ai un peu tiré par les cheveux, ils ont un projet de faire un port franc, mais ils ne sont pas dans les premiers ports francs britanniques. Mais Marseille, il n'y a pas et grand bien lui fasse, de partenaires, de villes jumelées anglaises.
On a assez fait la guerre pendant le Moyen-Âge, et elle parlait du Moyen-Âge, donc c'est pas mal. Et donc, le système du Royaume-Uni, avant, donc ils étaient dans l'Union européenne, donc ils étaient dans le même principe que Hambourg aujourd'hui, donc pas beaucoup d'intérêt. Puis ils se disent, bon, si on sort de l'Union européenne, du coup on n'est plus dans le même espace douanier, donc je peux à nouveau importer des produits qui viennent de l'extérieur, les transformer chez moi, éventuellement incorporer des produits britanniques et les réexporter. Et je suis très bien placé, parce qu'en fait je suis juste à côté d'un des plus gros marchés du monde, qui est l'Union européenne. Donc Brexit dur, grosse frontière, donc moins évident, mais de toute façon ce que voulaient les Anglais c'était Brexit mou, enfin, le soft Brexit, où en gros les Anglais disaient bon, on a un pied dans l'Union européenne et un pied en dehors, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un pied en dehors et puis on va essayer de mettre un autre pied dedans. Bon, ça a moyennement fonctionné, mais donc l'idée c'était de dire j'importe des produits du Commonwealth avec lesquels j'ai des partenariats et des avantages, je stocke mes produits chez moi où je les transforme, et puis j'ai un partenariat avec l'Union européenne et j'envoie mes produits chez eux, donc je crée des emplois, etc. Donc ils ont créé 8 ports francs, donc à Portsmouth, à Felixstowe, le grand port qui est à côté de Londres, et puis dans d'autres zones. Et aujourd'hui, c'est l'Écosse qui est à l'étude, et donc il y a un projet au port de Glasgow pour créer une zone franche. Si l'Écosse ne sort pas du Royaume-Uni et revient dans l'Union européenne. Enfin, c'est pas encore pour tout de suite. On a l'Irlande du Nord d'abord. Ensuite, on a le port de Dakar. Donc c'est le même principe. Je vous ai juste mis une photo. Entrepôt malien au Sénégal. Donc c'est presque une marque. Et en fait, dans le port de Dakar, vous avez toute une zone franche dans le port, donc un port franc, qui est réservé aux flux qui vont en direction du Mali. Et donc c'est comme à Trieste avec l'Empire austro-hongrois, puisque en fait le Mali est enclavé, et donc vous avez des produits qui arrivent par Dakar, qui sont stockés à Dakar, sous douane, et puis qui sont envoyés quand on veut optimiser les flux, directement à Bamako en général, mais dans tout le Mali. Donc c'est le même principe qui a été appliqué à Dakar. Et donc ça existe depuis longtemps. Et on a d'autres ports qui veulent faire la même chose. Alors avec le Mali, c'est pas évident parce que Dakar a un accès qui est plus simple, mais au Burkina Faso, le Burkina, il y a plusieurs ports dans la sous-région qui essaient d'alimenter le Burkina. Donc on a Abidjan, on a Lomé, on a Cotonou et on a Tema qui se tire la bourre pour pouvoir avoir un corridor et récupérer les flux du Burkina, qui est finalement un pays assez riche, si je peux dire, dans la région. Et donc ça représente des flux importants. Avec parfois des stratégies, comme on a vu, de coopération. Je crois que c'est au port de Cotonou. Le port de Cotonou, ça représente 80% des recettes du pays, en droit de port principalement, et puis certaines concessions. Et en fait, dans le conseil d'administration du port de Cotonou, on a l'État du Burkina. Donc ils ont dit, on vous donne un siège chez nous, mais par contre, il va falloir nous échanger des flux. Et donc il y a un port franc à Cotonou, et ils essaient justement de remplir ce port franc avec des flux, notamment burkinabés. Et c'est assez fou de se dire qu'en fait, dans une infrastructure qui est stratégique, qui est le seul grand port du pays, qui est la seule grande infrastructure du pays, qui rapporte 80% des devises au pays, en fait, on a un pays étranger qui est administrateur. Mais donc, ça revêt une importance stratégique aussi pour le pays. Odessa. Alors, Odessa, c'est... Alors, je n'ai pas regardé quel était l'état aujourd'hui du port franc, mais donc on a un port franc, et en fait, c'est tout un mouvement qui s'est fait à la fin de l'Union soviétique, et qui est un peu sur le modèle de ce dont je parlais tout à l'heure en Chine. Quand on a une économie qui est assez stricte, soit vous faites des enclaves, enfin un pays communiste, soit vous faites des enclaves de capitalisme pour faire des endroits de transition, c'est un peu ce que fait la Chine.
puisque vous ne pouvez pas faire librement des affaires n'importe où en Chine, mais il y a des endroits où vous pouvez. Et en fait, quand l'Union soviétique s'est écroulée, on a créé des zones franches beaucoup en Pologne et puis dans quasiment tous les pays de l'Est, et donc notamment en Ukraine, et des ports francs, où en fait, on a pu faire des endroits de capitalisme libérés et qui ont servi de test aussi pour implanter des industries, implanter des entrepôts et mettre en place les standards logistiques internationaux. Donc le port d'Odessa, c'est comme ça. C'est la même chose à Gdansk et puis dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est. C'est pas le mien. Ensuite, on a le Shanghai. Donc Shanghai qui est le premier port du monde, donc, qui a dépassé Singapour il y a quelques années et qui est devant un autre port chinois qui est passé deuxième, je cherche. Ningbo, voilà. Et donc, ils ont créé ce grand port dont je ne prononcerai pas le nom, donc qui est sur une île. Donc vous avez une espèce d'autoroute de 100 km à peu près, un peu moins sur la mer. Et en fait, ça vous amène dans cette zone franche où en fait les produits vont être stockés, éventuellement transformés. Et donc vous avez cette énorme zone franche où vous avez aussi toute la technologie. Il y a une partie qui est automatisée avec de la 5G. Enfin, ils ont vraiment fait une zone logistique d'excellence où en fait vous avez tout ce qu'il y a de mieux en termes de logistique. Et donc forcément, on a envie d'aller à Shanghai afin que les produits passent par Shanghai. Et donc cette zone franche vient mettre tout ce qu'il y a de mieux en logistique sur la partie portuaire. Et en plus avec cette enclave où on peut faire des affaires. Alors, si je reviens sur un peu plus de choses théoriques, donc avant d'avoir un port franc, en fait, on a plusieurs acteurs dans un pays, on a une frontière, on a plusieurs acteurs. Les acteurs vont travailler ensemble et puis après, on a des grands flux comme ça. Et le fait d'avoir une zone franche, en fait, on crée un cluster, on appelle un cluster ou un écosystème qui est dédié à la logistique avec tous ces avantages qui vont être à la fois douaniers, fiscaux, logistiques, avec tout un tas de services, comme je parlais tout à l'heure, bancaires, marketing, etc. Donc vraiment une zone d'excellence. Et donc en fait, les flux vont passer par cette zone et en fait, ça va être une zone d'échange. Donc tout l'intérêt d'avoir une zone franche dans un port, c'est de pouvoir concentrer des flux et puis d'attirer des flux qui sinon ne seraient pas passés par le port. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de Rades en Tunisie ou de Tanger ou ce que veulent faire les Anglais, c'est de capter des flux qui iraient normalement directement dans l'Union européenne. En fait, ils les captent pour qu'ils passent chez eux et que ça crée de l'activité et de la création de valeur dans leur pays. Et donc l'objectif, c'est de créer cette émulation économique dans la zone portuaire. Et donc ça nous amène à nos fameuses zones économiques spéciales portuaires françaises, où finalement, comme ça fait à peu près 200 ans qu'on n'en a pas eu chez nous, on ne sait pas trop comment faire. Quand j'ai des personnes du ministère des Transports qui m'ont contacté, ils m'ont dit bon, il faut qu'on fasse comme les Anglais. J'aurais dit bah non, en fait on ne peut pas. Vous avez bien vu, c'est pas du tout le même principe. Les Anglais sont en dehors de l'Union européenne, donc on ne peut pas faire la même chose. Il faut plutôt faire comme les Américains. Sachant que les Américains sont encore différents, ils ont moins de voisins, donc c'est un peu plus compliqué. Donc moi j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire, et puis j'ai travaillé un peu avec le ministère de la Mer. Et donc ce qu'on devrait faire, enfin, au-delà du joli dessin là, que j'ai rajouté, c'est un port qui soit connecté, enfin un port franc qui soit connecté. Donc ça ne sert à rien d'avoir juste un port franc si on n'a pas de connexion avec d'autres zones logistiques. Et on voit que c'est ce qui émerge aujourd'hui. Le port franc de Barcelone a signé des accords avec le port franc de Tanger. Et donc c'est des accords commerciaux. J'ai pas pu avoir accès, donc j'ai pas lu ce qu'il y a dedans. Mais je sais qu'ils ont signé un accord. À partir du moment où vous avez des flux dédiés à l'Union européenne qui sont stockés à Tanger, je suppose que quand ils vont rentrer dans l'Union européenne, ils vont rentrer par le port de Barcelone.
Donc nous, il faudrait qu'on fasse la même chose, que ce soit à Marseille ou dans les autres ports. La deuxième chose, c'est d'avoir un port qui soit excellent, d'excellence logistique. Donc j'ai mis Smart aussi. On a tout un tas de projets de Smart Port, que ce soit à Marseille, au Havre, etc. Il y a parfois un peu de flanc, mais ce qu'on voit, c'est que chez nos concurrents, que ce soit à Hambourg, à Rotterdam ou à Shanghai par exemple, en fait il y a tout un tas de projets qui sont mis en place, d'automatisation de certains processus via 5G, de véhicules autonomes qui sont testés par exemple à Hambourg. Ils testent beaucoup de véhicules autonomes, donc des camions qui vont se déplacer tout seuls. On va avoir tout un tas de startups sur l'Internet des objets, où on va par exemple pouvoir répertorier et gérer les stocks de conteneurs. Vous avez un drone qui regarde les conteneurs, qui peut identifier le numéro du conteneur, qui sait ce qu'il y a dedans, etc., qui communique avec le Port Community System, etc. Donc en fait, il faut mettre en place ces aspects-là pour avoir des chaînes logistiques qui soient hyper efficaces. Et puis, il faut qu'on ait un port franc qui soit durable aussi, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nos concurrents, ils ne sont pas toujours très forts pour ça. Nous, on n'est pas mauvais, mais on communique peu dessus. Et puis, si demain, moi je dis il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'autres émissions, les déchets, etc., et que dans mon port franc, j'ai des entrepôts qui sont à zéro émission, que j'ai des pratiques qui soient durables, que j'ai de l'équité, que ce soit... enfin, vous avez tout un référentiel en France sur le développement durable de la logistique. Alors, il y a une douzaine d'items, je crois. Et en fait, si on est capable de mettre ça en place, on est concurrent aussi. Donc on a à la fois l'aspect fiscal, comme certains de nos concurrents, que ce soit Gênes, Barcelone, je prends pour le cas de Marseille, Joe Toro, Algeciras, qui a une zone franche, ou de l'autre côté de la Méditerranée, ce qu'on a vu Bellara en Algérie, Rades, Tanger, etc., ou le Pirée. Et puis, mais si on a tous ces avantages qui sont avec l'effet de cluster, où on va avoir des chaînes logistiques d'excellence, des connexions avec des accords spécifiques avec certains ports, ou des ports francs, comme on a vu l'accord entre l'île Maurice et Dubaï, et puis ou Barcelone et Tanger, et puis des chaînes logistiques durables. Normalement, on a un modèle qui devrait être viable. Sachant qu'au Moyen-Âge, il y avait moins de ports francs, donc on avait eu ces modèles pendant l'Antiquité, et que c'est les Français qui ont relancé avec ce système de villes franches, qui ont inventé un nouveau système. Et aujourd'hui, il y a un nouveau système à inventer. Donc moi, je me dis, pourquoi on ne l'inventerait pas en France? Voilà. Si vous avez des questions, je crois que j'ai à peu près respecté le temps. Hop.